Fidèle à ses ancestrales traditions, Chine doit sa principale richesse à la culture du riz. Utilisant leurs aïeux les primitifs instruments de labour des siècles passés, les indigènes, à travers les prairies soigneusement inondées, poussent devant eux le buffle domestique, seul bec de trait pouvant supporter le dur labeur du herçage. Ce herçage dans les terrains submergés ne va pas toujours sans incident. Parfois, si courageux soit-il, le buffle s'enlise, il faut tous les encouragements de son conducteur pour le contraindre à se dégager de la tourbe gluante qui l'immobilise. Comme de grands échiquiers, les plaines inondées s'étendent à perte de vue. Scintillantes sous le soleil d'Extrême-Orient, elles donnent une poétique impression de calme et de grandeur. Le cultivateur indo-chinois au long de ses rizières sème la graine en gestes précis et harmonieux. Mais dès lors va naître pour lui l'incessante préoccupation de conserver au sol l'humidité indispensable à la belle récolte. Réprouvant tout mécanisme, l'indigène continue de nos jours à employer les méthodes bibliques. Là encore, la force et l'adresse humaine trouvent l'occasion de s'exercer. Le repiquage du riz, importante opération de la culture, se fait à la main. Et rien sans doute n'est plus saisissant que de voir ces longues rangées de paysans dont les silhouettes fines se penchent sur la nappe d'eau en mouvement discipliné. Le riz n'arrivant à sa maturité qu'au prix d'efforts multiples, la main-d'œuvre ne recule devant aucune dépense physique pour que l'eau soit perpétuellement mise au service des jeunes plants. S'étendant jusqu'à l'horizon, les champs de riz ne ressemblent-ils pas aux champs de nos provinces, où le blé et le seigle s'inclinent sous la brise? Coupés à la main, rassemblés et bottelés en gerbes par la troupe active des moissonneurs, coiffés de ces volumineux chapeaux si représentatifs de leur race, les gerbes sont portées à dos d'hommes vers les fermes voisines, où elles seront battues et triées avec soin. De la ferme, le paddy, premier aspect du riz, va être dirigé vers les centres commerciaux. Ceux-ci d'ordinaire se trouvent sur les bords des fleuves qui canaliseront la précieuse denrée vers les grandes villes, vers les ports d'exportation. Cholon, l'une des villes les plus tumultueuses et les plus affairées de l'Extrême-Orient, rassemble les récoltes des provinces avoisinantes. Sur l'Arroyo, dont l'eau immobile est devenue une voie commerciale de première importance, s'entasse dans une confusion grouillante et criarde toute une population de bateliers dont la flottille amène et remporte les cargaisons de riz. Cholon est le plus grand marché de l'Indochine. Si le riz est la principale branche de son activité, il en est d'autres nombreuses, car la ville seule compte 200 000 âmes. Mais, au milieu de tous les approvisionnements qui lui sont offerts, l'Indochinois reste attaché à la nourriture de ses pères. Et les vieillards, comme les enfants, ne trouvent pas de repas meilleur que dans la consommation du riz à l'aide de leur classique bâtonnet. Embarqués sur des sampans que poussent lentement sur les eaux calmes les rames ou les perches des bateliers, le riz part de Cholon pour Saïgon, d'où de rapides vapeurs vont le transporter en Europe. Marseille, porte du Sud,
Sud et de l'Orient, reçoit par an à lui seul plus de 150 000 tonnes de riz d'Indochine. Et de jour en jour, le riz trouve une place plus large sur les tables de la métropole. Aussitôt débarqués, les sacs sont chargés sur des camions et menés à l'usine, où le paddy, produit brut des rizières, trouvera son expression définitive sous les apparences de grains blancs, nourrissants et savoureux, que l'on désigne communément sous le nom de riz. Dépoussiéré, décortiqué, dépouillé de toutes ses impuretés et soigneusement trié par tout un régime de machines perfectionnées, le riz subit une suite d'opérations mécaniques qui ne laissent pas de nous faire rêver lorsqu'on les oppose aux sages et lentes manipulations indigènes. Les moyens du siècle que nous comparons ici aux pratiques des Indochinois nous permettent de mieux juger de la civilisation. Comme il y a loin entre les procédés du simple habitant des environs de Cholon et ceux qui sont adoptés par nos usines modernes. En constatant tous les bienfaits du progrès, pouvons-nous cependant ne pas accorder une grâce touchante à ces anamites demeurés traditionnalistes, et ne sommes-nous pas tout près de leur concéder la sagesse, celle qui vient à ceux dont l'esprit apaisé ignore la lutte contre le temps? Entre la machine bourdonnante et le mouvement de l'indigène qui vanne sans hâte sa provision de riz, n'y a-t-il pas un curieux symbole des mœurs de nos jours, comparés aux pieux usages conservés par des peuples lointains?